Bonsoir. Bienvenue au Champeau pour ce cycle Maigret-Simon, organisé par Christiane Renavant, la directrice du Champeau. Et ce soir, nous avons le plaisir d'accueillir Stéphane Audiard. Bon, je suis ravi de vous avoir ce soir ici au Champeau, lieu mythique s'il en est. Que dire de Maigret-Tintin-Piège ? C'est la 4e collaboration d'Audiard et de Gabin. On disait déjà qu'il était le dialoguiste du vieux. Gabin est déjà sur sa 2e partie de carrière. Il devient le scénariste du vieux à partir de cette année 58. En 58, Michel collabore à 6 films, ce qui quand même fait à peu près une moyenne d'un tous les 2 mois. Gabin en sort 4 si je me souviens bien. Delannoy a été comme ça recruté par mon grand-oncle Jean-Paul Guibert, qui est donc le beau-frère de Michel, donc le frère de ma grand-mère. Jean-Paul Guibert tient une boîte de production assez prolifique à cette époque, qui s'appelle Intermondia, vous le verrez au générique. Et finalement, en 56-57, ils se rendent compte que les Maigret n'ont pas été produits au cinéma depuis la guerre, depuis, je pense, une dernière interprétation avec Préjean, qui est bien, mais peut-être sans beaucoup d'aspérité. Il est temps, finalement, de proposer une nouvelle interprétation. Gabin commence à avoir l'âge de Maigret. Faut avoir en tête que je pense que les premiers épisodes de Maigret remontent à 30 ou 31. Il a été tout de suite adapté au cinéma pendant une salve comme ça pas mal de films, une dizaine de films. Et après ça s'arrête. La guerre va arrêter l'entreprise et pendant 15 ans, Simon va produire à peu près à raison de 2 par an des Simon, enfin des Maigret, pardon, et ça ne va pas être adapté tout de suite. Voilà. Et à ce moment-là, Jean-Paul Guibert et Michel, son beau-frère, pressentent que Gabin est la bonne personne et vont chercher finalement des réalisateurs. Alors dans les réalisateurs retrouvés, il y a évidemment Delannoy, qui est un réalisateur qui a presque une vingtaine d'années de plus que Michel. Il pourrait être pas son père, mais en tout cas l'oncle. C'est un homme qui a connu le cinéma d'avant-guerre, qui a fait partie de cette espèce de réalisme poétique très inspiré ou qui est aux confins parfois de l'expressionnisme. On le retrouve beaucoup dans ce film tourné en studio. C'est confortable, les studios, et il n'a pas hésité à se surservir des studios pour imposer, vous verrez à certains moments dans Les Crimes, cette espèce d'image distordue comme ça de la main avec le poignard et des choses comme ça qui vraiment s'inspirent de ce cinéma. Il n'a pas eu peur de ça, en partant du principe que finalement, lui est plutôt un littéraire. C'est un homme qui était Delannoy était proche de Cocteau. C'est un homme qui aime la littérature et qui finalement au cinéma préfère se concentrer sur les éléments plutôt psychologiques, plutôt intellectuels, que simplement un truc d'aventure ou de poursuite ou d'histoire de policier un peu basique. Quand tout à coup Delannoy, Audiard et Guibert se réunissent, Audiard est plutôt pour trouver dans la panoplie, la série des Gabins, un avec de l'aventure, je sais pas quoi, de la poursuite et des trucs. Et en fait, Delannoy met son veto. Non, lui, il veut du psychologique, il veut du littéraire. Et il va relire la 40aine d'épisodes existants et hop, il va focaliser sur celui-là qui est probablement un des plus psychologiques, un des plus psychanalytiques, pourrais-je dire aussi, vu qu'on se retrouve, je ne veux pas spoiler évidemment. Qui l'a déjà vu ? Ok, alors je ne vais vraiment pas spoiler, mais en restant un peu vague, je suis psychiatre de profession. Voilà, on est dans des histoires de femmes et d'hommes un peu châtrés, pour le dire poliment. Et ça va jouer énormément dans le profil et des crimes et des tueurs. Mince, j'ai spolié, pardon. Toujours est-il que voilà, celui-là plaît beaucoup à Delannoy. Audiard est un peu réticent, mais finalement, ils vont s'unir à Arlo, qui est un
un journaliste, un franco-suisse, si je me souviens bien, helvète, qui va prêter aussi sa plume, son concours, et pondre des notes comme ça de plusieurs dizaines de pages pour profiler un peu les personnages qu'ils vont retenir. Ils se sont aussi beaucoup inspirés d'autres Simnons, d'autres Maigret, et on s'en rend compte par exemple sur l'espèce de glissement comme ça progressif. L'intrigue initiale se passe à Montmartre, et là, elle est basculée sur le Marais, autour de la place des Vosges. Sachant que la place des Vosges, dans les années 40, 50, ça reste un quartier très populaire, avec beaucoup d'artisans, des immeubles un peu dégueulasses de guingois. Et c'est pas du tout l'espèce de truc comme ça gentrifié qu'on a maintenant. Mais et Malraux va faire en sorte que ça se gentrifie par ses lois, au moment où ils avaient décidé de raser le Marais et Le Corbusier de construire, je sais pas quoi, un nombre de bars HLM absolument redoutable à cet endroit-là. Mais en tout cas, on est avant ça. Et donc il déplace comme ça l'intrigue de Montmartre au Marais, qui est un pays de marécage, donc c'est plat, c'est quand même plus facile à tourner, surtout en studio. Et deuxièmement, même les noms vont changer. Le nom initial d'un des personnages centraux, dans le roman, est Montsaint. Évidemment, en théorie psychanalytique, ça fait rêver plus que tout. Et Audiard a horreur de la psychanalyse, et il va l'appeler Morin. C'est quand même beaucoup plus simple, assez français aussi. Et donc les noms changent. Dans les collaborateurs, en tout cas on va dire dans le staff de policiers qui est présent, il y a aussi un glissement assez marrant. Mince, comment il s'appelle alors il y a Torrance qui reste Torrance et qui est joué par un Lino Ventura. Le vieux l'a imposé dans le casting. Initialement, dans le découpage initial, il est très présent. Il y a un rôle qui a vraiment été écrit pour Lino Ventura. Il a beaucoup de répliques. Il a même des actions qui ont été sucrées et qui posent un vrai problème scénaristique à un moment. J'espère que vous le repérez. Je dis juste bouton. Voilà, j'en dis pas plus. Et au montage, en fait, il est pas mal caviardé. Donc on a plutôt un rôle un peu maigrelet. Mince, comment il s'appelle ? Il devient Lagrume dans le film, et il a un nom de Joratchoum dans le roman initial. Bon, je m'en souviens plus, c'est pas très grave. Voilà, donc il y a tout un glissement de lieux, de noms, mais toujours en s'inspirant. Ce sont des noms en fait qu'on retrouve dans d'autres Maigret. Ce qui fait dire que finalement pour un film qui va prendre évidemment plusieurs mois, Michel va à peu près mettre 1 mois et demi, 2 mois à écrire la co-scénarisation et les dialogues. Il y a quand même, ils ont beaucoup lu. Voilà des gens qui passaient leur temps à lire, à relire des bouquins qu'ils avaient déjà lus jusqu'à trouver exactement ce qu'ils voulaient. Dans les personnages aussi qui ont été très étoffés par rapport au roman, il y a évidemment Yvonne, jouée par Annie Girardot, dont le rôle est un peu plus aigrelet. Elle a à peu près le même rôle, mais en tout cas, elle est extrêmement charpentée. Toute la fin du film est centrée sur ce duel entre elle et Maigret. Maigret, évidemment, joué là par un Gabin qui va fusionner avec le personnage de Maigret. Alors, il est 100% Gabin et il est en même temps 100% Maigret. Ça marche assez bien, ce qui fait qu'on va le retrouver sur ce triple projet initié par Intermondia, que vont être, donc Maigret tente un piège, c'est le premier, c'est 58. Ensuite, il y a l'affaire Saint-Fiacre, que j'adore, c'est dommage qu'on ne le voit pas ce soir d'ailleurs, toujours avec Delannoy. Et le troisième, un peu plus tardif, c'est Grangier qui va le récupérer, mais sans Audiard. Audiard est pris sur d'autres. Il a basculé avec Simonin à ce moment-là, d'ailleurs son écriture va beaucoup changer. Et le troisième, c'est Maigret voit rouge, qui est un très bon aussi, peut-être un poil en dessous, il manque un petit peu quelque chose, mais en tout cas voilà, une trilogie comme ça, Maigret Gabin, que je trouve assez formidable. Pour avoir été voir le dernier Lecomte, c'est marrant, j'ai trouvé Depardieu presque pas un ton en dessous, mais il a du mal à se laisser aller, alors que Gabin fait du Gabin. Là aussi, dans les scènes coupées, il y a beaucoup de... Il est souvent dit de ce film qu'on ne reconnaît pas trop Audiard. Il est très discret, ses dialogues sont ciselés mais sans excès. Il n'est pas à vendre du Audiard, il est vraiment à faire parler Maigret, il est vraiment à rendre hommage à Simenon, il n'est pas à imposer sa patte pour la gloriole. Mais en fait, quand on retrouve, et c'est tout l'intérêt de puiser aux sources du Audiard Simenon dont parlait Liliane, c'est qu'on retrouve toutes les scènes coupées. Et là, évidemment, Audiard se révèle
capable de faire parler le petit peuple de Paris de façon avec une certaine gouaille, et même les flics, et même Maigret vis-à-vis de ses collègues flics, avec une sorte de gouaille qui a été extrêmement caviardée au montage. Et donc on a voilà, un Audiard dialoguiste assez fin, mais sans les excès et les outrances qu'on pourra lui connaître après, surtout au moment de son association avec Simonin, où là il va vraiment se libérer. Voilà, j'en dis pas plus, je pense qu'après je vais vous embêter. Le film est déjà relativement long. J'adore ce film, honnêtement, et je pense que dans le... C'est toujours pareil, en 58 sort en même temps Ascenseur pour l'échafaud. On a l'impression qu'on est sur deux planètes différentes. Max Favalelli qui a été un journaliste, il a même animé je sais plus quoi, pas les jeux de 20 heures, non, les chiffres et lettres. Voilà, parler finalement d'un cinéma d'écriture pour Louis Malle, et finalement d'un cinéma de récit, mais d'une certaine psychologie, pour le cinéma par exemple de Delannoy. Et il rajoutait souvent dans cet article que finalement il y a 25 mètres qui sont sortis en même temps. Il y a 25 mètres qui séparent la projection du Maigret tente un piège de l'Ascenseur pour l'échafaud, mais il y a 20 ans aussi qui les séparent réellement. Voilà, en partant du principe que Maigret tente un piège aurait pu être réalisé au moment comme ça un peu héroïque de ce cinéma d'avant-guerre. Voilà. Mais c'est fignolé, c'est de la qualité française. Honnêtement, il n'y a rien à redire, c'est parfait. Très bonne soirée.